Alors, on va reprendre le programme de la journée. Donc pour cet après-midi, Mabrouk Rachedi, écrivain émérite du prix Passerelle et autres. Voilà. Donc il faut savoir que Mabrouk ne veut plus quitter le Limousin. Donc on a quand même aussi une lourde tâche cet après-midi. Voilà, on va l'adopter. Alors, je tiens à dire que cette blague sur le fait qu'on va m'adopter, je la prends très très mal parce que j'ai longtemps été comparé à Mabrouk le chien, donc adopter un chien. Et quand on parle de diversité, je dis, faites attention, je pourrais partir. On ferme les portes. Valérie, va fermer les portes. Non mais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis très 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 heureux d'être là. Claire l'a dit, hein, je suis venu il y a quelques jours, quelques semaines pour le prix Passerelle. Je n'avais pas eu la chance de venir récupérer le prix Passerelle que j'avais gagné et ça avait vraiment été 3 jours merveilleux, mais vraiment merveilleux. Donc bravo hein, aux organisatrices du prix Passerelle, bravo à tous, à toutes ici. Alors ce matin, moi j'ai entendu plein de choses très très intéressantes. Et qui font écho vraiment à des questionnements personnels, à la fois en tant que lecteur et à la fois en tant qu'auteur. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avoue que je ne me posais pas beaucoup de questions. J'écrivais ce que j'avais dans ma tête et je couchais sur papier. Et je me disais, voilà, alors je suis un peu un auteur fainéant, j'ai commencé à écrire sur ce qui me ressemblait. Donc un jeune homme, bon, je ne suis plus si jeune que ça, mais j'étais un peu plus jeune que ça à l'époque, hein, un jeune homme en banlieue, donc j'ai pris une ville pas très loin de la ville que je connaissais, où je vivais, pardon, et une ville que je connaissais assez bien, et des populations issues de l'immigration algérienne. Donc je n'ai pas eu à faire un énorme travail de documentation. Voilà, la documentation, c'était moi. On écrit, et il peut arriver qu'on soit publié, et il peut arriver aussi qu'on soit lu, et qu'on fasse des rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on pose. Et les questions qu'on m'a posées m'ont fait réfléchir sur mes propres représentations. Parce que quand on écrit, finalement, on se trahit un peu. On se révèle. On crée des mondes, mais on crée des mondes qui peuvent aussi révéler les projections de notre propre monde. Et moi, très tôt, en fait, alors si on parle de diversité au sens large, hein, alors moi, la diversité maghrébine, voilà, je la représentais, j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais je me suis assez tôt posé la question des femmes. En fait, assez tôt et assez tard. Je publie mon premier roman en 2006, il n'y a quasiment que des hommes, et les femmes ont des rôles très secondaires. Et il y avait une deuxième question qu'on m'a posée et que je me suis posée, c'est aussi les niveaux sociaux que représentaient les gens. Tous les Maghrébins, en fait, étaient des banlieusards, etc. Dès lors qu'il y avait un juge, un prof ou je ne sais quoi, c'était quelqu'un pour le coup, blanc. Voilà. Donc ces représentations-là m'ont interrogé, moi, sur ma façon de produire le monde. Parce que finalement, d'écrire, parce que le langage est performatif, hein, quelque part. Donc on a une influence malgré tout sur le réel. Et comme je fais beaucoup d'interventions scolaires, là aussi il y a une dimension d'exemplarité, même si j'aime pas trop ce mot. Non, pas d'exemplarité. Je vais essayer d'être plus précis que ça. Mais en tout cas, voilà, on se sent investi d'une responsabilité. Et donc, à partir de ce moment-là, ça m'a un peu bousculé. Je me suis dit, bon, la chance d'avoir publié plusieurs livres, et donc on peut essayer d'évoluer. Entre 2006 et aujourd'hui, j'ai eu cette chance de pouvoir évoluer. Et en 2010, alors en 2008 est sorti un livre qui s'appelle Le Petit Malik. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup d'interventions scolaires, j'avais vu un peu de médiatisation, et beaucoup de gens me demandaient la suite. Et je ne me sentais pas de faire la suite, c'est un peu un esprit de contradiction. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit Malik au féminin. Et parce que voilà, je voulais enfin écrire sur un rôle principal féminin. Et je n'y arrivais pas du tout. J'ai commencé, et le grand blanc.
Et c'est là que j'ai la chance en fait d'avoir une sœur qui est aussi écrivaine et qui avait publié un autre roman. Et je lui ai dit, faisons-le ensemble. Et on a publié ensemble. Et pour moi, ça a été quelque chose de formidable en fait d'écrire avec elle, parce que on m'a beaucoup dit oui, comme tu avais publié avec elle, peut-être que tu l'as aidée, etc. Non, c'est elle qui m'a beaucoup aidé, qui m'a ouvert mon horizon. Et donc, j'ai écrit ce livre, et au fur et à mesure de tous mes livres, finalement, les femmes ont pris de plus en plus d'importance, hein, sont devenues des personnages principaux, parce que c'est la vie, tout simplement. Et donc, la question de la diversité, finalement, elle s'est posée de façon très secondaire pour moi, parce que pour moi, l'action prime avant tout. Je veux dire que je veux écrire un bon livre, le meilleur possible. Après, la question des représentations, elle est malgré tout, dans la construction de la narration, elle est secondaire, mais dans ce qu'on veut véhiculer, la représentation du monde qu'on veut véhiculer, elle est primordiale. Il y a des choses... moi voilà, c'est vraiment une grande chance de pouvoir faire beaucoup d'ateliers d'écriture devant beaucoup de publics différents. Et il y a des choses toutes bêtes, hein, qui me sont venues à l'esprit aussi. J'animais un atelier d'écriture, c'était à Bruxelles, auprès de jeunes, et l'idée c'était d'imaginer un monde en 2050. Et voilà. Et il se trouve que tous les personnages de scientifiques sont des hommes. Tous, que les hommes et les femmes ont écrit que des personnages scientifiques, qu'ils soient des hommes. Et là, je pose la question de pourquoi, en fait, pourquoi vous avez fait ça? Et personne n'est capable de le dire individuellement, mais il y a quelque chose dans l'air, hein, donc forcément, et on est tous finalement prisonniers de ces représentations figées. Et donc je peux me permettre ces formes de revanche, quelque part, par écriture, parce que voilà, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps un roman, et il n'est pas encore publié, scientifique. Au départ, c'est drôle, hein, parce que je pense à un homme, et à un moment je me dis, mais c'est une femme en fait, ça va être une femme. Si je peux évoluer sur ces représentations-là, autant le faire. Même sur les questions de couleur. J'avais un jour écrit pour une application téléphonique une histoire pour les gamins. C'était une histoire de pirate, hein. Jamais je précise la couleur de la personne, mais à un moment, elle regarde ses mains. Et j'écrivais tout à fait naturellement ses mains blanches. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui tilte dans ma tête et qui me dit, mais pourquoi elle serait blanche, en fait, ma Agathe, mon Agathe? Et finalement, elle est devenue noire, parce que je me suis dit, faire une pirate noire, pourquoi pas? En plus, dans ce cas-là, c'était une pirate un peu particulière, parce que en plus elle est âgée, donc aussi représenter prendre le contre-pied des représentations classiques. Donc une pirate femme âgée et noire. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de cocher des cases, hein, en fait, hein. Et moi, j'ai entendu ce matin des choses, mais de la part des intervenants et de la part du public, des choses qui moi me travaillent toujours, mais vraiment toujours, quoi. Je sais pas du tout quelles sont les limites, en fait, quelles sont je me pose de plus en plus consciemment les questions, mais je n'ai pas toujours les réponses. Et il y a vraiment plein de choses. Par exemple, vous avez parlé de représentation. Quelqu'un a parlé de représentation des personnes pauvres, en fait, hein. Et c'est vrai. Et moi, j'avais toujours... Quand j'étais gamin, j'étais toujours assez choqué de voir... Alors, c'était plutôt dans les films, de voir des gens dans des cafés. Alors, on leur disait qu'ils étaient très pauvres et tout ça. Mais je disais, mais comment ils font pour être dans un café, en fait, à chaque fois, en fait, et on les voit dans 5 scènes d'affilée, alors qu'ils se plaignent toujours de leurs problèmes d'argent. Vous connaissez vraiment ce qu'est la vraie pauvreté, quoi? Parce que voilà, les gens en train de prendre leur café, je les regarde, moi, je les vois là. Et tous ces petits détails, finalement, qui font que j'ai cette chance, en fait, cette chance d'avoir ces expériences diverses, donc, et de pouvoir enrichir mes personnages de ces diversités-là, mais sans en faire, et vous l'avez, ça a été discuté, hein, vraiment, quelqu'un qui me dirait, tiens, je vais raconter, et d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle. Je présentais un projet de manuscrit à un éditeur. Je ne citerai pas l'éditeur. et c'était un roman. Je crois que c'était Crimo d'ailleurs. Hein.
Et c'était écrit, voilà. C'était drôle, c'était vraiment le choc des mondes. Parce que lui me disait, l'éditeur, en fait, j'aimerais qu'on voit ce qu'est une femme musulmane de banlieue à travers ce livre. J'ai dit, mais je ne suis pas sociologue, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, je veux raconter une histoire, c'est tout. Mais il revenait sans cesse à ça. Et cette personne-là se définissait elle-même. Voilà, c'était une personne assez âgée, plus que moi, donc très âgée. C'était une personne qui n'a jamais vécu en banlieue, qui se définissait elle-même comme protestante, ce qui ne veut pas dire que les protestants, voilà, mais qui était très très éloignée de ça, et qui avait dans des références de... voilà, c'était vraiment son obsession. Je veux savoir à quoi ressemble une femme musulmane, et moi j'étais en train d'essayer de lui dire, mais enfin, je lui disais, mais il n'y a pas une femme musulmane, il y en a plusieurs. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir résumer tous en une. Et de toute façon, ce n'est pas mon projet littéraire, quoi. Et donc, on se retrouve parfois à essayer d'expliquer en fait, ce qui paraît être des évidences, en fait, et juste aussi quelque chose qui devrait paraître assez évident à des personnes qui font le métier d'éditer, de lire, d'écrire. Dire qu'on essaie de développer une patte singulière, quoi, une singularité. Je ne suis pas là pour faire des archétypes vivants et qui réagissent comme devraient réagir les personnes cibles ou les personnes je ne sais quoi. Voilà. Donc, et c'est pour ça que moi, de ce matin. Après, je ne veux pas parler pendant toute l'heure, hein, donc dès que vous avez des questions et surtout des remarques ou je ne sais quoi, qu'il y ait une interaction. Hein, parce que moi, je ne suis spécialiste de rien. C'est ce qui est très bien dans la vie. C'est que moi, je me suis lancé directement, je me suis dit, je vais écrire, donc je vais devenir écrivain, et je suis devenu écrivain comme ça. Donc voilà, mais je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, et je ne suis pas spécialiste, et surtout pas plus spécialiste que vous. Et j'ai mon expérience juste de praticien, quoi, de celui qui crée et avec ces questions qu'il traîne comme ça. Et donc, c'était intéressant de voir comment là, le côté militant, en fait, voilà, ce devoir militant de faire apparaître dans le paysage littéraire des personnes qu'on voit peu ou pas assez ou pas du tout, pour certaines. Et moi, pour le coup, quand j'étais gamin, je n'en voyais pas. Moi, je ne savais pas m'identifier particulièrement à certains personnages. Et la question qu'on pourrait poser, c'est « et alors ?» Mais malgré tout, c'est mieux, en fait, si on a le choix. En fait, c'est toujours l'idée que se dire « ouais, c'est l'histoire qui touche. Il faut que ce soit une super histoire, et on est d'accord là-dessus. » Mais qu'une personne soit issue d'une diversité, ça ne va pas forcément la plomber, l'histoire, finalement. Et donc, moi, je trouve que c'est... voilà, mais j'ai toujours un peu peur que ce soit... que les choix soient amenés de façon un peu trop artificielle. Et la question de l'archétype, pour moi... Elle a été évoquée, hein, la question du stéréotype, elle se pose tout le temps aussi. Alors que on peut toujours essayer de se dire on va échapper au stéréotype. Moi, sur la banlieue, on m'a beaucoup posé la question. Mais échapper à certains stéréotypes, qui sont aux stéréotypes offensants, évidemment. Mais échapper à des réalités qu'on peut observer en se disant tiens, je vais prendre le contre-pied, tiens, puisque on pense ceci, je vais faire totalement tout le temps l'inverse, ça peut paraître très très artificiel. Et vraiment, c'est vraiment une question pour moi très importante, hein, en fait. À partir de quel moment je reste fidèle à ce que je peux voir, et à partir de quel moment aussi j'essaie de changer les imaginaires. Et par rapport à ce qui s'est dit ce matin, moi, je n'ai que des questions. C'est ça le truc, c'est que je tâtonne. Je tâtonne de livre en livre. Et après, je n'intellectualise pas. Je ne suis pas là comme ça. Oh, qu'est-ce que dois-je faire? Mince, tout ça. Là, je suis loin de tout ça. Mais malgré tout, j'ai vraiment pris conscience, en fait, d'une forme de responsabilité, surtout
quand on est lu dans des écoles, hein, je veux dire, parce que c'est la diversité en littérature jeunesse, et c'est vrai que, et ça a été dit, hein, beaucoup des représentations se jouent à cet âge-là. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire en jeunesse, hein, et c'est la dimension de militante, si j'ose ce mot-là, même si je me sens moins militant que certains, donc je ne veux pas usurper un titre, hein, mais malgré tout, une dimension de responsabilité, disons, citoyenne, voilà, se joue à ce niveau-là aussi. Donc c'est toujours des questions qui sont vraiment très intéressantes, et les voir de façon aussi clairement exprimée, en fait, et de voir parfois des oppositions, ce que j'ai vraiment apprécié, parce que plutôt que de rester dans un consensus mou, on se dit des choses, ouais, voilà, on est tous d'accord, et nos désaccords, on les évoquera plus tard et on les évoquera jamais. Les choses ont été dites, et l'impression d'avoir parfois dans certaines questions qui ont été posées, des certaines réactions, d'être de projection dans mon propre cerveau, quoi, de créateur, en me disant voilà, quelle est la limite, et sachant qu'elle bouge tout le temps, la limite, et que l'époque dicte beaucoup des conditions de production, y compris littéraires, quoi. Moi, c'est quelque chose qui intellectuellement me fascine, et même d'ailleurs artistiquement, quoi, parce qu'on est aussi là pour visiter les limites. C'est pour ça, c'est intéressant, c'est que poser la question, et c'est là, je comprends, et c'est très très intéressant la discussion autour des sensitive readers, par exemple. Moi, je n'ai pas fait appel parce que j'ai principalement écrit sur ce que je connaissais, mais même, par exemple, moi, dans Crimo, mon frère, j'ai vraiment pas pensé à ça. C'est ça qui est drôle. Dans Crimo, mon frère, je mets au départ, c'est une jeune femme, qui va disperser les cendres de son frère. Il se trouve qu'elle est donc de culture musulmane, et que c'est déjà un interdit religieux. Et c'est explicitement précisé. Je sais ce que je fais, je mets en conscience dans le livre. Elle le sait, le personnage. D'ailleurs, on le lui reproche. Elle est en rupture avec sa famille à cause de ça. Et si je fais appel à un sensitive reader et que je ne m'appelle pas Mabrouk Rachedi, mais Paul Gilles, est-ce qu'on me fera la remarque que ça peut choquer ? Et moi, c'est une vraie question que je me pose sur la fonction, hein, même de l'auteur et même de l'artiste en règle générale. C'est quelle ligne faut-il franchir, jusqu'où, etc. Et c'est vraiment, là encore, des questions. Moi, j'ai été marqué par Toni Morrison, quand elle a écrit L'œil le plus bleu, son premier livre. Elle parle il y a des questions d'inceste qui sont évoquées, et dans la communauté noire. Et elle a reçu des remarques très négatives, justement, de la communauté noire, en disant tu nous représentes et tu parles d'inceste. Est-ce que tu ne pourrais pas faire une représentation plus positive ? Et Toni Morrison répond, moi, je rends les gens à leur humanité, en fait, et en les présentant avec aussi leurs contradictions, avec aussi leurs problèmes. Et si j'en faisais que des modèles, justement, je ferais des gens inhumains. Et moi, j'aime bien ce retournement, parce que aujourd'hui, ce qui m'intéresse de plus en plus, j'ose dire, c'est vraiment les points de friction, en fait, dans mes personnages, et les mettre en face de contradictions. Et ça ressemble tellement à la vie, en fait. Et donc, se dire, d'un côté, sur certaines choses, ne pas choquer gratuitement, ouais, parce que si c'est si gratuit, mais au point, je ne pense pas, il n'y a pas eu de grandes remarques sur Crimo, des gens qui se sont dit ah non mais c'est horrible, etc., etc. Donc je ne suis pas non plus allé mais enfin c'est drôle, parce que sur ce livre-là, moi je n'avais vraiment pas intellectualisé la chose, hein, et après un jour, après sa sortie, je parle à mon éditeur. Et c'est marrant, parce que je sais pas pourquoi je parlais d'Antigone, et je me suis dit mais finalement c'est un peu mon Antigone, quoi. Elle va braver un interdit religieux pour Antigone enterrer son frère, quoi.
et défier sa famille. Alors, dans Antigone, c'est son oncle, et là, c'est sa famille. Et donc, finalement, sans me comparer, hein, je ne me compare pas, mais je me dis que voilà, il y a quelque chose de très universel et qui n'est pas du tout de l'ordre des représentations, mais juste la question de l'interdit et de l'affirmation de soi à travers le fait de braver un interdit. Donc, ce sont des... moi, voilà, je veux de plus en plus explorer ces points de friction et donc questionner encore. Hein, et donc, voilà, mais aussi... Vraiment, j'essaye aussi d'être à l'écoute. Et c'est vraiment formidable de ne pas avoir le micro parfois et d'écouter. Et ce matin, vraiment, écouter Nathan, écouter Delphine, c'était passionnant. Et leur parler aussi pendant les repas, etc. J'essaie vraiment d'avoir une attitude ouverte sur des gens de différentes générations, d'horizons différents, parce que leur diversité aussi m'intéresse, leur propre questionnement m'intéresse. Nos désaccords éventuels m'intéressent. C'est vraiment des choses qui sont... et moi, je pense aussi que... voilà. On est suffisamment mûr en fait pour survivre à nos désaccords et c'est là où aussi une forme de maturité, c'est d'apprendre à vivre avec le fait qu'on puisse être en désaccord, voire moi en fait je viens d'une autre génération et où vraiment, c'est très difficile pour moi de me choquer en fait. Hein. Et donc parfois, alors pas forcément d'ailleurs à travers mes propres livres, qui sont pas très, mais quand j'accompagne parfois certains jeunes à travers des opérations, etc., je vois que parfois la limite chez eux est très fine et qui n'est pas du tout la mienne. Mais moi, je prends leur point de vue. Hein, je ne leur dis pas non, je déteste toute normativité. Mais du ressenti aussi à la colère et à la réaction, mais qui peut être très, très, très virulente. On dit, mais on peut apprendre aussi à se contrôler, quoi, et à pas, ne pas, tout en gardant ces revendications. Alors que pour moi, la solution sera toujours à travers les mots et le débat, quoi, et la possibilité de discuter avec les autres. Alors, voilà, jeter des anathèmes en disant non, mais un tel, ou attends, il faut virer telle personne parce qu'elle a fait ça directement sans qu'on la connaisse ni quoi que ce soit. Voilà, c'est quelque chose qui est assez éloigné de ma conception. Donc voilà des choses. Donc c'est vraiment des... donc et moi, vraiment, aussi dans ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment les points de vue qui m'intéressent aussi. Parler des libraires, qui sont des marchands de livres aussi. Quelle est la limite en fait entre le côté marchand et le côté on défend des valeurs, le côté militant, les profs doc qui ne sont pas soumis aux mêmes pressions commerciales mais qui sont aussi et moi c'est intéressant, entre 2006 mon premier roman et maintenant j'ai vu l'évolution des CDI, impressionnant parce que les mangas ont pris de là à quoi. Enfin, là, et quand je dis ça, je constate, mais je ne juge pas, vraiment. Et c'est pour moi important de... Donc, jusqu'où on doit être prescripteur, donc être dans la littérature de l'offre, et jusqu'à quel point aussi on doit répondre à une demande, et sachant que aussi la demande peut être de qualité. Hein. Je veux dire que des mangas, moi je n'ai pas du tout de culture manga, mais je suis sûr que ça doit exister des mangas de qualité aussi. Bon, pourquoi je vous ai pas convaincu? Alors ça existe peut-être. Voilà, mais tous ces points de vue sont vraiment super importants, parce que moi dans tout ce processus-là, je me situe à la base, hein, enfin la base. Je suis au centre de tout. Non. On est en amont en tant qu'auteur, hein, et on vient avec nos idées et tout ça. Mais mon premier interlocuteur, c'est mon éditeur qui a tout ça en tête. Et à la fin, se dire,
Parce que aussi un éditeur, c'est peut-être un peu décevant, mais c'est aussi un marchand de livres, quoi. Une maison d'édition vit à travers les ventes de ses livres. Et pour qui on écrit à la fin? Donc, pour le libraire, pour le lecteur à la fin, ou pour le professeur documentaliste qui sera prescripteur. Et on constate parfois un gap entre les deux, donc entre les goûts du prof doc et voilà, des lecteurs. Mais après, à la fin, c'est des questions très théoriques que je pose, parce que jusque-là, en tout cas jusque-là, je touche du bois, je ne me suis pas posé la question. Enfin, j'ai une idée, elle me poursuit, je l'écris, voilà. Après, je l'écris plus aussi naïvement qu'avant, et quand je vois que, tiens, ça c'est bizarre, là je décris trois mères de famille, elles sont à la cuisine et tout ça. C'est un peu bizarre quand même. Donc là, ces questions viennent, quoi. Mais donc, en fait, ce genre de rencontre, hein, m'ouvre à des questionnements. Vous me polluez l'esprit, en fait. C'est ça le truc. Et on réveille certaines autres, en fait. Et c'est là où c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être un grand arnaqueur. Je suis le grand témoin, mais en fait, je suis la petite souris qui écoute comme ça et qui essaye de prendre comme ça à droite, à gauche. Et voilà, c'est chouette. Alors, j'ai pris des notes aussi parce que c'était intéressant. Si vous avez des questions, il y a des micros aussi. Moi, j'ai une question. Oui. Ouais. Tu dis qu'on t'a pollué l'esprit. Et toi, en tant qu'animateur d'ateliers auprès de jeunes, est-ce que tu vas leur polluer l'esprit sur leur représentation quand tu leur fais écrire des textes? Est-ce que tu as pu noter des représentations qu'ils peuvent avoir sur les héros qu'ils vont mettre en place, leur milieu d'origine, leur couleur Mais vraiment, complètement, et c'est mon rôle. Quand je te disais là, tout à l'heure à Bruxelles, là, sur tous les scientifiques, c'était des femmes. C'est vachement intéressant. J'avais fait une série d'ateliers qui a dû être interrompue à cause du Covid. C'était sur vraiment les stéréotypes de genre. C'était intéressant à travers. On n'avait pas eu le temps d'écrire de texte, et ça a été ma grande déception. Mais on avait discuté, parce que je ne vais pas les refaire écrire comme ça, comme des brutes dès le départ. Donc, comment des personnes qui étaient victimes de certaines représentations. Par exemple, j'avais le cas d'une jeune femme qui jouait au foot. Et on me disait, on me dit que le foot, c'est pas pour les filles. Mais par ailleurs, elle disait, mais il serait hors de question, mais absolument hors de question, que j'offre une poupée à un garçon. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je dois préciser que je leur précise, je ne suis pas là pour refaire leur éducation. Je ne suis pas là pour dire il faut offrir des poupées à des filles et voilà, des poupées à des garçons. Décidément, les représentations. Et voilà, des G.I. Joe à des filles. Non, mais juste réfléchir sur la construction, en fait. Pourquoi c'est aussi systématique. Et donc, voilà, moi, je pense que... pour moi, c'est super important. En fait, l'écriture révèle, nous révèle aussi. Et donc, quand je m'aperçois qu'il y a une tendance lourde dans une classe ou chez un élève, quand j'ai la possibilité de leur faire écrire plusieurs textes, etc., alors, juste en leur posant la question, pourquoi ce modèle se reproduit? Et c'est là le prolongement. Parce que souvent, moi, les ateliers d'écriture que j'anime sont liés le plus souvent à des thématiques citoyennes. Et donc, à la fin, je ne suis pas là que pour les faire écrire, même si j'essaie de mettre un effort sur la forme, mais aussi pour les faire réfléchir. Et quoi de mieux que leurs propres écritures pour les faire réfléchir? C'était intéressant, il n'y a pas très longtemps, une jeune femme qui porte, en dehors de l'école, qui portait le voile, mais là, qui ne le portait pas parce qu'elle était au collège, et elle écrit un texte sur une femme voilée qui se fait embêter dans le métro, etc., mais qui est totalement passive. Et c'est sa meilleure amie qui réagit à chaque fois.
Et donc, je lui pose la question, pourquoi elle reste passive face aux insultes et son amie, qui n'est pas voilée, qui n'est pas musulmane, etc., est active. Et ce qui m'a embêté un peu dans tout ça, c'est qu'elle n'avait pas de justification. Quand elle me dit oui, c'est comme ça, etc. Voilà. Elle m'a dit voilà, juste voilà, c'est comme ça, etc. Mais il a fallu que la prof mettre dans sa bouche en fait le fait que oui, mais peut-être qu'elle a écrit ça parce que elle est habituée à vivre ces situations-là, donc elle voit pas l'injustice dans tout ça, etc. Et je dis, c'est marrant parce que voilà, l'élève ne l'avait pas formulé ça. Et donc, c'est intéressant. C'est pour ça que dans l'écriture, et je pose beaucoup la question des intentions. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Alors que, là, pour en rester sur des questions de forme, si quelqu'un me dit je veux faire un texte très triste et que tout le monde se marre en lisant le passage très triste, tu dis peut-être que tu as raté quelque chose, quoi. Et en tout cas, peut-être un comique malgré toi, mais voilà. Mais la question de l'intention, et sans que ce soit forcément un texte à message, hein, je dis pas il faut que tu y aies une morale absolument établie, etc., mais qu'on ait au moins compris ce que tu as dit et ce que tu as voulu dire, quoi. Donc, oui, dans les ateliers et à travers l'écriture, vraiment, c'est quelque chose. Pour moi, c'est un outil, quoi, vraiment, et ça dit beaucoup de soi. Et merci pour cette question. Merci pour la réponse. Après, non, mais là, ce qui était aussi, moi, qui m'a beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, donc ça va être de la redite pour certaines personnes, mais c'est il y a eu beaucoup sur ce rapport à la réalité. Oui, est-ce que ça peut être une réalité vécue, etc., etc. Et moi, ça me pose toujours la question de la fonction du romancier. C'est quelqu'un qui dit, j'écris de la fiction. Donc, est-ce que ça doit être forcément quelque chose qui repose sur quelque chose? Est-ce qu'on peut pas quel est notre degré de liberté par rapport à ça? Et j'ai cité deux exemples. Alors, désolé pour ceux qui ont déjà commencé à évoquer le sujet. Par exemple, c'était un truc tout bête, c'était Dan Brown, le Da Vinci Code. Intéressant parce que le Paris qu'il a écrit n'existe nulle part que dans sa tête, en fait. Hein. Et il aurait pu faire l'effort de... J'étais fasciné, un jour j'étais dans un salon du livre, je tombais sur quelqu'un qui écrivait des romans historiques, ou non, des romans policiers, et il me disait non, je vais aller à Cannes pour voir, et c'était avant l'ère où avec Google Maps, on voyait, je vais dans telle rue pour savoir si elle est à sens unique, etc., parce que c'est pour voir si mon héros peut partir par cette rue-là. Lui, Dan Brown, il a dit, bon, fiche, quoi. Tu vois, je tourne à droite, je suis à la Concorde, je tourne à gauche, je suis à la Tour Eiffel, et on est bon, quoi. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que ce livre-là a eu beaucoup de succès partout dans le monde. Mais alors en France, apparemment, dans la traduction, il y a eu des corrections qui ont été faites, mais il reste des invraisemblances. Mais il a eu aussi du succès en France, hein. Donc ça n'a pas choqué. Parce que, alors, et la question est de savoir ça. C'est dans le roman, c'est est-ce qu'on ne part pas du principe, on sait que c'est faux, quoi. On y est là pour de faux, comme on dit dans les jeux de gamins. Et donc, donc, quel est notre devoir vis-à-vis de la réalité? Moi, un exemple, dans mon premier roman, Le poids d'une âme, je fais mention d'une ligne de bus. Franchement, à un moment, le numéro de la ligne de bus, j'ai sorti alors j'avais vraiment 10 km à faire pour la vérifier, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? En fait, ça ne sert strictement à rien. Surtout qu'aujourd'hui, la ligne de bus, son numéro doit probablement avoir changé, quoi. Je veux dire, donc, et donc, c'est vraiment ça. Il y a un exemple peut-être un peu plus lourd, c'était peut-être plus intéressant. Et peut-être qu'on peut beaucoup plus questionner, alors c'est un film, c'était la liste de Schindler. Et ça, c'était intéressant parce qu'il y a une scène, à un moment, dans le camp, si ma mémoire est bonne, alors où les personnes donc, prisonnières du camp
sont sous une douche comme ça, et il y a un moment de flottement pendant quelques secondes, et quand elles ouvrent, c'est de l'eau en fait. Donc on s'attend en tant que spectateur que ce sera probablement peut-être du gaz, et ça a beaucoup choqué en se disant mais est-ce qu'on a le droit des gens, voilà, des gens, personnes juives ont été choqués en disant déjà, c'était jamais de l'eau, et deux, est-ce qu'on a le droit de créer du suspense sur quelque chose d'aussi lourd, quoi. On parle de 6 millions de personnes qui sont mortes, et là encore, et donc c'est un rapport à la réalité qui questionne, et qui, moi, j'ai vraiment toujours pas la réponse. C'est quel est le degré de liberté qu'on peut s'offrir par rapport à ça? Est-ce qu'on peut créer de l'artificiel, même du faux, historiquement faux, dans un souci, entre guillemets, d'efficacité? Et sachant que le pacte de départ, de toute façon, c'est une fiction, inspirée de faits réels, là, en l'occurrence, mais inspiré de faits réels, il y a peut-être un grand écart par rapport à la réalité qu'on peut se permettre. Est-ce que, et c'est là où, parce que je racontais cette histoire, et ce débat avait été évoqué avec des jeunes, c'était à Noisy-le-Sec, et je leur parle de Steven Spielberg, et ils ne connaissaient pas le film. Et donc je leur décris la scène, et ils me disaient ah non mais c'est dégueulasse, ça, on peut pas le faire et tout ça. Mais en fait j'avais omis un détail. Je leur ai dit en fait mais vous savez en fait Steven Spielberg est juif. Bon, ah bon? Et là ils se disent mais pourquoi il a fait ça, etc. Mais malgré tout voilà est-ce que voilà c'est vraiment est-ce que Steven Spielberg a fauté à ce moment-là? Est-ce que ce film-là, qui a marqué malgré tout des millions et des millions de personnes, qui a touché des millions et des millions de personnes, a fait plus de bien que de mal? Et j'ai l'impression qu'il a, voilà, c'est quelque chose qui a sensibilisé. Oui, pardon. Je pense qu'il, à mon avis, je peux pas parler. Steven Spielberg est un réalisateur, quoi. Il veut provoquer une émotion. Et il veut faire de l'effet, il veut marquer les esprits. Cette scène a marqué les esprits. Mais c'est vrai, non, parce que du coup, quand vous en parliez, je me suis remémoré, c'est vrai que ça m'avait interpellé, mais je n'avais pas été chercher. Voilà, mais ça avait fait un peu de bruit à l'époque. Mais le truc, c'est que c'est vraiment en tant qu'auteur, à un moment, on veut marquer, quoi. On veut, et donc parfois par souci même. Le mot est horrible, mais d'efficacité dramatique, on peut essayer de voilà. Si mon personnage doit être là et là, et Sudan Brown, je vais pas ou n'importe. Enfin, j'invente une situation où il n'est pas de l'un à l'autre. Ou sinon, il y a un truc qui est formidable dans les livres ou dans les films, c'est l'ellipse. On n'explique jamais comment la personne est allée de là à là. C'est pas forcément très vraisemblable, mais on se dit c'est l'ellipse. Imaginez comment ils l'ont fait. Donc voilà, mais c'est vraiment, sans vouloir être en boucle là-dessus, c'est en tant que auteur, en fait, l'idée première, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on veut susciter des émotions? Est-ce qu'on veut entraîner les gens? Et je pense, aux jeunes, je cite souvent l'exemple aussi de ce film qui s'appelait 12 Years a Slave. Pardon, mon anglais s'est dégradé terriblement. 12 Years a Slave. Voilà. Et je leur dis, parce que ça parle d'esclavage, et une histoire, là pour le coup, c'est aussi inspiré d'une histoire vraie. Et je leur explique que oui, l'esclavage, on peut en parler, et c'est horrible. Et on en ferait un documentaire, on en ferait 150 documentaires, ce serait horrible. Et il faut regarder des documentaires, il faut lire sur l'esclavage. Et j'en apprends énormément à chaque fois. Voilà. Mais la fonction, pour moi, ce qui marque dans ce film, et qui marque dans un film, dans la fiction, c'est qu'au départ, si je me souviens bien, vers le départ, on le voit en famille.
on le voit avec ses enfants, sa femme, c'est un homme, je ne me souviens plus exactement s'il est chef d'entreprise ou quoi, en tout cas, il a dans une catégorie sociale maintenant favorisée, etc. Et donc, après, il se fait capturer. Et après, pendant tout ce qu'on voit après, on sait à quoi il a été arraché. Et ce qui lui donne un supplément d'âme et qu'on ne retrouvera jamais dans un documentaire. C'est-à-dire que cet homme est non seulement un esclave qui est maltraité, qui est soumis à l'arbitraire, qui est vraiment... c'est une atrocité sans nom. Et en plus, c'est un homme qui a été soustrait à sa famille et qu'on a vu dans des scènes de la vie quotidienne. Et là, en plus, moi, j'ai ce supplément d'empathie en me disant, mais en plus, voilà, cet homme-là, je peux m'identifier à lui, quoi. Et donc, dans cette recréation du réel qu'est la fiction, il y a cette possibilité-là aussi, et qui justifie en fait le fait qu'on écrive aussi par rapport à des périodes historiques, parce que on peut le faire d'une autre façon qui apporte au pur documentaire. Donc c'est pour ça tout ce détour finalement pour poser la question de quel doit être ou quel est, parce que j'ai du mal à être normatif finalement, voilà, mais quel rapport à la réalité est posé et jusqu'où en fait on peut distordre la réalité par souci d'efficacité narrative, là encore. Oui, c'est de la création pure. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui est drôle, hein, sur Tarantino. C'est un très bon exemple. Hein. Beaucoup de gens ont aussi questionné sa légitimité, à la fois à parler beaucoup d'esclavage, en l'occurrence là-dessus, mais aussi de mettre en scène une certaine façon des personnes noires américaines. Et donc, voilà, malgré tout, finalement, en créant... viennent des questions. Moi, il se trouve que je suis un très grand fan de Django, donc voilà. Mais il se trouve que même des choses dont je suis un très grand fan soulèvent parfois certaines questions, quoi. Mais en disant ça, je ne dis pas c'est lamentable que ça soulève certaines questions. Voilà, les questions elles sont légitimes. Après, je vis avec les questions des autres et avec mes propres questions. En parlant de questions... Ce matin, on parlait des maisons d'édition, de l'ensemble de la chaîne du livre, qui est très représentée par l'homme blanc. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus, des expériences Alors, moi, je trouve que ma première éditrice s'appelle Karina Hossin, algérienne. Et aujourd'hui, elle est numéro 2 chez Gallimard. En fait, elle a eu une carrière assez fulgurante. Hein. Et donc, elle a publié chez Lattès, au départ, des gens comme Delphine de Vigan. Elle a publié des gens comme Hervé Letellier, qui a eu le Goncourt, et Grégoire Delacour, etc. Donc, elle a énormément de succès. Mais après, c'est vrai que les gens à qui j'ai majoritairement affaire, voilà. Et c'est drôle parce que on a dit qu'on était entre nous, donc on reste entre nous. Mais voilà, ma première éditrice donc s'appelle Karina Hossin. Quand elle repère mon manuscrit, elle me reçoit dans son bureau et elle me dit voilà, il est très bien ce manuscrit, patati patata. Ça fait toujours plaisir, mais la vision que vous véhiculez des banlieues, ça ressemble beaucoup à la haine, les années 90, et ça me paraît un petit peu dépassé. On se quitte un peu sur ça, et en me disant, je le sens mal quand même, hein, et il se trouve que on est en 2005 à ce moment-là, et 2-3 semaines avant les émeutes de 2005. Hein.
Parce que il se trouve que dans mon roman, il y avait des émeutes, c'était des émeutes qui lui faisaient dire ça. Et donc, elle me rappelle, et en me disant, bah voilà, quoi, je me suis planté. Mais ce qui est intéressant, toute Karina Ossine qu'elle s'appelle, maghrébine, etc., elle ne vient pas du tout du même milieu social que moi. Après, j'ai appris à mieux la connaître, etc., elle ne connaît pas la réalité des banlieues. Et donc, c'était même pas une réalité donc, maghrébine. C'était vraiment une distance de classe où c'était le 6e arrondissement qui regardait les banlieues, mais de loin. Et j'avais beau lui dire, moi, voilà, il se trouve que quelques semaines ou quelques mois avant, j'avais vu vraiment assister à une bataille rangée entre des policiers et des jeunes. Et je devais lui dire, ça existe. Mais tant qu'elle ne le voyait pas dans les médias, pour elle, ça n'existait pas. Et moi, j'étais probablement celui qui essayait de vendre son beefsteak en embellissant ou en exagérant, quoi. Et donc, parfois, oui, il faut se battre pour dire qu'il existe une autre réalité, enfin une réalité qui est tout aussi vraie que voilà, mais qui certains ne peuvent pas voir en fait. Hein. Et j'ai vraiment été marqué par plusieurs de ces remarques. Me vient à l'esprit, a écrit un livre un peu idiot, mais que j'aimais bien à l'époque. Et il se trouve que je faisais parfois des références. Je dis un peu idiot parce qu'il se voulait un peu drôle. Et je mettais parfois quelques références. Remarque d'une éditrice qui n'était pas du tout de chez Lattès, qui me dit « Ah, mais en fait, on voit que vous avez eu beaucoup de livres, quoi, vraiment. » Bah ouais, moi-même, toi, je suis écrivain. Mais c'était la grande révélation, quoi. Et là, je dis, ouais, c'est fascinant, quoi. C'est vraiment fascinant. Et donc, mais là aujourd'hui, et c'est vraiment sur la question des. Tu fais bien de me poser cette question. Non, mais parce que moi aussi, une question que je me pose. Après, j'ai l'impression de parler que de moi, et donc c'est un peu chiant, non? Ouais. Non, mais parce que j'espère que c'est aussi ça ne parle pas que de mon nombril, parce que voilà. Regard d'auteur Mabrouk Rachedi. C'est marqué en gros derrière. D'accord, merci de me rassurer. Non, parce que il y a le côté militant, et moi je pense que le côté militant passera aussi par une forme de normalisation. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi je disais depuis le début, tout le temps, à chaque fois, à mes éditeurs, moi, mon univers n'est pas peuplé que de tours et de banlieues, etc., et que j'aimerais explorer d'autres genres. Mais en explorant d'autres genres, je vais parler d'une Arlésienne, c'est un roman policier que j'ai écrit, mais qui n'a pas été publié pour le moment. Mes personnages, il y a un personnage, une femme policière qui s'appelle Yasmine, voilà, parce que mais il y a aussi Maxence et il y a aussi Jennifer et tout ça. Et donc c'est d'écrire quelque chose de genre en fait, avec juste des personnages qui ressemblent à des gens que je connais en fait, et qui peuvent aussi bien s'appeler Maxence, qu'ils peuvent s'appeler Yasmine en fait, ou qui peuvent s'appeler Ousmane. J'aime bien, voilà, j'ai un génie de l'informatique dedans et qui s'appelle Ousmane, et voilà quoi. Et ça aussi, je pense que essayer de, pour faire un peu dans la réduction. Dans la formule qui est toujours un peu réductrice, quoi. Ce sera le jour où il y aura peut-être un Marc Lévy ou un Guillaume Musso qui s'appellera Mohamed, bah aussi ça dira quelque chose, quoi. Et j'ai dit Mohamed et il y a eu un. Alors je voulais dire Georges et François. Ouais, ça me fait flipper. Alors vous me dites si je parle trop de moi, vous n'êtes pas obligé de me flinguer. Donc voilà, le chemin que j'essaye aussi de parcourir. Après, la référence est un peu datée, parce qu'en plus cette personne a eu des problèmes un peu judiciaires depuis, mais il a été... quelqu'un comme Bill Cosby à l'époque, avec le Cosby Show, qui a été un très grand succès, etc., a participé à la normalisation des populations noires dans les écrans. Et donc, se dire,
voilà, on peut faire cela aussi en littérature et donc voilà, pas toujours. Pardon ? Voilà, mais pas, voilà, moi j'aimerais en fait allier les deux, en fait, porter parfois en bandoulière mon militantisme, surtout dans le discours, pas forcément dans les livres, parce que sinon ça te fait des romans à thèse, à thème un peu lourdeau, mais aussi qui vraiment, mais voilà, de faire. Je m'étais amusé. Alors je crois que ça n'a pas été ça n'a pas été une réussite, mais une espèce de fantaisie un peu romantique entre deux personnes qui s'appelait Adam et Sophia. Et en fait, je me suis amusé pendant 50 pages à jamais préciser leur origine. J'ai pris deux prénoms assez neutres, en fait, et à un moment, on sait que Sophia est finalement d'origine italienne et Adam est d'origine maghrébine. Mais voilà, voilà, investir des gens différents, des gens pour ce livre-là qui m'avaient été étonnés en me disant quoi, tu vas faire ça? Oui, pourquoi pas en fait. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment c'est ça le. J'espère qu'il n'y a pas de dualité en fait entre la logique commerciale et le côté militant. J'espère qu'on peut allier les deux. Et on voit, il y a des exemples. Hein. Je veux dire, il y a eu des bons succès, des très grands succès. Hein. Je veux dire, je sais que Faiz Again, par exemple, grâce à elle et Rachid Jailani un peu avant, je pense qu'il a été un peu plus facile de parler de banlieue en fait, hein, parce que on est dans une société libérale et capitaliste à la fin. Quand on montre qu'il y a un marché, les gens finissent par y aller, quoi. Donc, et voilà. Donc, je viens de dire quelque chose de totalement déprimant, mais mais voilà. Donc parce qu'à la fin, moi, ce qui m'intéresse. La création en elle-même est très intéressante. J'adore écrire, vraiment, j'adore écrire. Mais le lien au lecteur, c'est aussi quelque chose. C'est toujours assez fascinant de voir comment un livre peut être lu et interprété de façon totalement différente, et même de façon totalement différente de celle que j'ai imaginée, en fait. Et c'est là où c'est un lien magique, quoi. Et donc, à travers ce lien magique, on peut vraiment changer très modestement les choses. Moi, j'ai un exemple, encore un. J'espère ne pas. Voilà. C'est les veillées de Mabrouk Rachedi. Mes petites anecdotes. Alors, mettons un peu au coin du feu, Mabrouk. Non, mais un truc. C'était. Dans les deux sens, d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, quand j'interviens parfois dans les quartiers populaires, en banlieue, il y a certains qui me disent c'est marrant. Déjà, qui me pense qu'en me voyant parler, il me dit mais je croyais que vous appeliez Michel, quoi, ou un truc comme ça. Vous veniez du Nord, je sais pas quoi. Alors, il dit mais t'es tellement ancré l'image en fait de l'écrivain qui doit s'appeler, voilà, qui ne peut pas s'appeler Mabrouk. Voilà. Mais je me souviens, alors c'était il y a longtemps, donc peut-être que c'est peut-être un peu daté. C'était à Laval, au festival du premier roman, et j'étais là comme ça avec un micro comme maintenant. Et il y a une jeune femme, c'était des rencontres scolaires, donc c'était du mercredi au vendredi. Et le vendredi, dernière intervention, elles se sont enchaînées pendant tout ce temps-là. Et elle me dit, mais monsieur, en fait, non, je confonds, en fait, je dis n'importe quoi. C'était lors d'une intervention, donc, elle me dit, elle lève le doigt, une jeune femme, et me dit, monsieur, vous ne venez pas de banlieue? Je fais, pardon? Non, mais vous ne parlez pas de banlieue, regardez, vous parlez normalement, vous nous faites même des blagues et tout ça. Et je dis, ouais, mais c'est possible en fait. Hein. Et elle est vraiment incrédule. Et à Laval, elle n'est pas connue de quartier populaire, voilà, etc. Et ça aussi, c'est pour moi quelque chose d'important dans le changement des représentations. Alors en se disant, peut-être que cette personne à Laval qui avait une vision très monolithique des gens de banlieue, voilà, ça a peut-être joué sur ces représentations. Peut-être que ces personnes que je vois dans les quartiers populaires et qui se disent voilà, il doit forcément s'appeler Michel et venir du Nord, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient toujours du Nord. En fait, ça vient du Nord apparemment.
Maintenant, en fait, il peut s'appeler Mabrouk et il peut publier des romans. C'est des choses parfois assez drôles. Hein, quand quelqu'un que je me présente comme écrivain et quelqu'un qui me dit, un jeune, hein, devait être au collège, hein, qui me dit, ah, vous êtes écrivain public. Et je dis non, en fait, je suis écrivain, je publie des livres, en fait. Hein. Pour ça, j'ai toujours un peu des doutes. Des fois, je me dis, peut-être qu'en intervention, je devrais venir avec mes livres physiquement, comme ça, pour montrer que j'ai publié des vrais livres. Mais en même temps, je me dis, ça fait un peu frimeur. Donc, j'ai jamais résolu aussi. Je vis avec mes questions. Hein, donc, voilà, je ne sais pas comment faire par rapport à ça. Voilà. Je vous ai assommé. Est-ce que le repas a été bon? Le brownie, on en parle du brownie? Alors le team brownie contre le team flan. Alors, tu peux peut-être nous présenter Classe à part ou toutes les couleurs de mon drapeau, deux livres qui sont là. Oui, non, mais après, c'est un peu trop parler de moi, non? Non, mais parce que on est dans la thématique. Oui, mais après, voilà, oui, mais oui. Non, mais classe à part. Classe à part, moi, franchement, c'est la rencontre des mondes, quoi. C'est une jeune fille qui doit faire son stage de 3e et qui s'y est pris à la dernière minute. Et évidemment, Amel va devoir faire appel à son oncle. Et son oncle vit dans le 8e arrondissement. Il y a une histoire aussi de famille, parce qu'il ne parle plus à sa sœur depuis un certain temps. Ils se sont perdus de vue depuis plusieurs années. Et Amel ne sait absolument pas pourquoi. Donc pendant une semaine, elle va vivre, elle qui vit dans le 93, et à 15 minutes, 20 minutes en métro du 8e arrondissement, elle va faire des années-lumière en termes de CSP, comme on dit. Et elle va découvrir un autre monde avec d'autres codes. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que, encore pour vous dire à quel point je suis fainéant, c'est que voilà, je parle de banlieue pour aller dans le 8e arrondissement. J'avais travaillé dans le 8e arrondissement dans une société de bourse à l'époque, mais là, donc j'ai mis dans une boîte de consulting pour pas faire trop, voilà, mais c'était ça. La rencontre des mondes est quelque chose, des mondes me fascinait, mais en même temps, l'identité aussi, parce que l'identité en sens identique, parce que je pense qu'il y a plus de différence entre moi et quelqu'un qui vit dans le 93 et qui a 14 ans, entre quelqu'un qui a 14 ans qui vit dans le 93 et quelqu'un qui a 14 ans qui vit à Limoges. Parce que je pense que les goûts musicaux, etc., peuvent plus les rapprocher, en fait. Donc, l'idée que, malgré tout, il y a des différences fondamentales dans le cadre de vie qui changent beaucoup de choses, mais ça reste des gamins, quoi. Et moi, c'est cette chance, en fait, finalement, de pouvoir m'adapter. En fait, à Limoges, je me suis retrouvé, j'ai l'impression d'être chez moi au bout d'un jour. Moi, je suis là, je marche, je me balade. Et après, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être chez moi, mais j'arrive toujours à me perdre. Donc, même chez moi, donc c'est ce qui est formidable. Et j'ai l'impression, entre la première fois et la deuxième fois, j'ai l'impression que c'est pas la même ville. Bon, c'est bizarre. Mais et voilà, donc c'est à la fois montrer le clash des mondes, mais aussi des jeunes filles qui finalement se découvrent aussi des points communs et des atomes crochus, quoi. Et Crimo, mon frère, c'était un livre bizarre. Pour moi, sa création, c'est quelque chose qui, pour moi, une expérience quasi mystique, l'expérience de création la plus bizarre que j'ai connue. C'est-à-dire que j'étais au Japon. J'ai présenté un de mes livres qui était traduit en japonais, qui s'appelle Le Petit Malik. Nous étions en 2012. Et on a un dîner avec un directeur d'une revue littéraire comme ça, et qui me demande pendant le dîner si je veux écrire mes impressions sur le Japon. Je lui dis oui. Un peu plus tard dans le dîner, il buvait à chaque fois un peu plus. Hein. Il dit une histoire. Non, pas, je veux plus une histoire. Vos impressions, je veux une nouvelle. Je fais OK, d'accord. Moi, je suis très accommodant. Hein, je dis toujours oui.
Et après, il me dit plus tard 2 histoires. Je fais oui. 3 histoires. Je dis oui encore. Et après, voilà, on en reste là. Et il se trouve que je prends l'avion du retour à un moment de Tokyo jusqu'à Paris. Et je somnole et toute l'histoire m'apparaît en fait. Et quand j'arrive, j'ai quasiment qu'à l'écrire. Mon effort, en fait, ça a été de ne pas l'écrire tout de suite pour ne pas paraître suspect vis-à-vis de celui qui me l'avait commandé, en me disant, il l'a bâclé, quoi. Et donc, j'ai écrit une nouvelle qui est devenue après un roman. Je l'ai présenté à l'école des loisirs. Ils m'ont dit, allez, banco, vas-y. Et voilà, moi, c'était ça. Et c'était vraiment ça, l'idée du voyage initiatique d'une jeune femme qui, à travers cette drôle de commande de son frère, disperser ses cendres au Japon, en haut d'un building, alors qu'elle ne connaît absolument aucun lien avec le Japon. Donc pour elle, c'est un mystère. Et elle voyage donc avec d'un côté les cendres de son frère et de l'autre son journal intime, voilà, et où elle va apprendre aussi à le découvrir. Et là, c'est vraiment une histoire d'émancipation, de découverte d'un autre pays, de perte des repères, qui est vraiment liée aussi à quelque chose que j'avais connu, la perte. Moi, c'est vraiment par rapport à ce que vous disiez ce matin, et ce qui m'a vraiment, moi qui me travaille encore toujours, c'est quand on parlait d'identification, donc est-ce qu'on est légitime éventuellement à écrire sur ceci ou sur cela. Moi, j'ai aussi, c'est là où ça me bouscule, et j'aime bien être bousculé, c'est quand on parle de... Moi, j'ai toujours imaginé, en fait, finalement, l'écriture comme un déplacement. Et donc, que je peux me mettre dans la peau d'éventuellement n'importe qui. Alors aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que vraiment je peux me mettre dans la peau de n'importe qui? Est-ce que je peux être perçu comme légitime pour me mettre dans la peau de n'importe qui? Si demain je devais aborder une thématique qui est très très éloignée, voilà, est-ce que je me sentirais tout à fait à l'aise pour le faire? Je ne sais pas. Mais ce que j'aime bien dans l'idée de déplacement, c'est pourquoi j'ai pensé à déplacement, la perte de repères que Lila vit à travers Crimo, c'est aussi parfois une perte de repères qu'on peut ressentir en écrivant, et c'est aussi une sensation que j'adore en fait. Au Japon, je ne savais pas lire. J'étais là, j'étais face à des idéogrammes, je n'avais aucun moyen de les décrypter. On me demandait de prendre un rendez-vous à une station de métro, mais je leur disais, mais comment veux-tu que j'y aille? Je ne sais pas, en fait. Et c'était d'ailleurs assez émouvant parce que, voilà, moi, mes parents voilà, ne sont pas allés à l'école, donc ni lire ni écrire. Enfin, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi parce que je ne sais pas si je dois dire ne savait ou ne savent, parce qu'il y en a un de deux qui est mort, donc c'est pour ça que j'hésite dans la formulation. Voilà. Et donc, j'ai l'impression d'être dans leur peau, finalement, vivre dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas lire, finalement. C'est particulièrement troublant. Et j'ai pu m'en sortir assez vite, finalement, parce que on s'aperçoit très vite qu'il y a des plans de métro qui sont écrits en anglais. Donc, j'ai sué pour rien, finalement. Mais en même temps, c'était très bien de vivre pendant 24 heures cette expérience de perte de repère totale. Et de se dire, comment c'est juste se poser la question, comment je vais du point A au point B. Et donc, voilà, pour pas vous saouler, j'espère que je ne déborde pas, mais voilà, la question limite toujours que je me pose, c'est jusqu'à quand l'écriture peut être un déplacement, je veux dire, jusqu'à quel point on peut se permettre ce déplacement, incarner n'importe quel personnage de n'importe quel temps, à n'importe quelle époque, mais quelle est cette limite à ça? Jusqu'à quel point on peut se sentir légitime à ça? Et voilà, moi, je trouve tellement beau, finalement, que si demain je veux, j'imagine une histoire qui se déroule à Neptune, sur la planète Neptune, et c'est... je sais pas, Gorel qui se retrouve là-bas et tout ça, et j'imagine Neptune, et on va me dire peut-être que ouais, non, mais c'est pas possible, le sol ne ressemble pas à ça, et je dirais je m'en fous en fait. Donc, et voilà, mais ce sont des questionnements qui sont riches. Et pas top cette conclusion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques?
Oui, c'est pas une question, c'est juste pour prolonger. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment pour la liberté, justement, dans la littérature. C'est la force de la littérature, c'est de ne surtout pas être assigné à une identité. On a 10 000 identités chacune, chacun, et à tout moment de la journée, on change, on va de l'une à l'autre, etc. Donc, au contraire, ça doit libérer tout ça. On ne doit pas être enfermé. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Oui, non, et c'est bien. Mais le truc, c'est que moi, j'ai du mal à dire. Enfin, on ne doit. Enfin, moi, je suis très peu normatif en fait. Je peux toujours dire mon point de vue, mais j'ai du mal avec moi. Hein, j'ai du mal avec le on doit, et vraiment je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Je suis très sensible aussi à ce que d'autres disent en fait, et entre les deux. Bon. Moi, ma réponse finalement se retrouve dans ce que j'ai écrit. Hein. Après, D'autres questions, témoignages, interrogations? On va remercier Mabrouk pour son intervention.